Vous m'entendez bien? Alors j'aurais besoin des supports de présentation. Super, merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là. Je m'appelle Cyril Batolo. Je suis actuellement président de la COP3 étudiante. Et ma mission aujourd'hui, c'est de rajeunir un peu le casting. C'est de montrer que les jeunes aussi peuvent s'investir pour le bien commun. Et donc, je vais vous montrer ça à travers mes engagements sur ces 2 dernières années. C'est bon. Donc, il y a 2 ans, j'ai vraiment pris la mesure de ce que représentait l'urgence écologique. Et j'étais furieux. Je ne comprenais pas que les grands de ce monde nous aient laissé en arriver là. Et je comprenais encore moins que dans mon école, on ne nous en parle pas du tout. Mais je ne pouvais pas me résoudre à ce défaitisme. Je voulais apporter des solutions. Et avant d'apporter des solutions, il faut bien comprendre le problème. Donc, je suis parti de ce constat, c'est que d'un côté, beaucoup de jeunes et d'étudiants se disent angoissés par ces questions, mais de l'autre côté, quand on regarde beaucoup d'études de consommateurs, notamment réalisées par le Crédoc, on se rend compte que les jeunes sont les moins exemplaires dans ce qu'on peut appeler les éco-gestes, notre goût pour le voyage, le shopping, le numérique. Et ce paradoxe m'a interrogé. J'ai essayé de le comprendre parce qu'il faut apprendre à tomber amoureux de son problème, même quand il est angoissant. Est-ce que c'est un problème de sensibilisation? Est-ce qu'on ne fait pas le lien entre nos modes de vie et l'impact environnemental? Est-ce que c'est un problème d'envie? Dans un monde où les médias mettent beaucoup en avant l'écologie dite punitive, ça parle difficilement aux jeunes qui veulent profiter de leurs belles années. Ou est-ce que c'est tout simplement un problème de moyens? Est-ce qu'on a les compétences, le temps? Est-ce qu'on sait par où commencer pour s'engager? Ce sont ces questionnements qui ont guidé mes actions depuis 2 ans. Et je sais que je suis parmi un public où il y a beaucoup de bons chercheurs. Donc, comme tout bon chercheur, j'ai essayé de faire l'état de l'art. Qu'est-ce qui existait? Comment les gens traitaient ce problème? Et je suis tombé sur les COP étudiantes. Donc, la COP 1 étudiante, c'était en 2019, en réponse aux marches du climat de Greta Thunberg. C'était un moment où 2000 jeunes ont pu se questionner sur leur rôle dans la société, chose qu'on a très peu l'occasion de faire dans beaucoup de nos études. Ensuite, la COP 2 a voulu aller plus loin. Les organisations sont complètement indépendantes. La COP2, ne pouvant faire d'événements en présentiel, a axé vraiment sur un travail de fond dans l'enseignement supérieur, à travers 70 groupes de travail, avec à chaque fois des enseignants-chercheurs, des étudiants, des membres d'administration, pour voir comment changer concrètement la vie dans les campus. Donc j'invite TSE, si ce n'est pas déjà fait, à signer l'accord de Grenoble pour avoir accès à un livre blanc de 300 pages de fiches solutions très concrètes. Et donc, voyant tout ça, je me suis dit que c'était incroyable que personne n'en parle, qu'il y avait plein d'outils. Donc, je me suis demandé comment valoriser ce travail et quelle pierre apporter à notre édifice. L'innovation de la COP3 étudiante, c'est d'inclure des réflexions sur le territoire. Le territoire, parce que ma compréhension de la crise, c'est que ce n'est pas une crise climatique. L'enjeu, c'est comment on va faire pour répondre à nos besoins. Se loger, se déplacer, se nourrir, se divertir, dans un monde qui change sous la pression que nous lui avons nous-mêmes imposée. Et donc, pour ça, il faut toutes les compétences d'un territoire. C'est pour ça que la COP3 étudiante est une asso multicampus. Nous avons aussi décidé de confronter les étudiants aux acteurs du territoire parce que c'est là que s'organise la réponse à nos besoins. Ce qui explique notre promesse. Ensemble, élaborons la ville durable de demain. Une fois que j'ai dit ça, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons organisé un gros événement les 17, 18 et 19 mars 2023 à Angers. Très très belle ville d'ailleurs. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Notre événement était sous le parrainage d'une rockstar de l'écologie, Yann Arthus Bertrand, qu'on a un peu regretté d'avoir invité quand il a commencé son introduction en disant que les COP ne servaient à rien. En regardant de loin, on peut le comprendre. Moi, je viens d'avoir 25 ans, on est à la COP 28, on n'a toujours pas réussi à réduire nos émissions. Mais s'il a dit ça, c'est pour encore mieux nous mettre en avant, parce que pour lui, les COP étudiantes, c'est l'espoir. Et j'espère que vous partagerez cette idée à la fin de ma présentation. Parce que ce que nous avons fait, c'est organiser un événement avec plusieurs volets. Donc un volet économique avec un forum des métiers avec, voilà, un peu capricieux. Voilà. Donc on a organisé un événement avec 3 piliers. Donc un pilier économique, un forum des métiers pour montrer que toutes les entreprises ont besoin de se transformer et qu'on peut s'intéresser à l'écologie et bien gagner sa vie.
avec aussi un concours d'entrepreneurs pour mettre en avant ces jeunes qui apportent les solutions et qui ne les attendent pas. On avait un gros volet comme ici, un peu think tank, avec plein de conférences et plein d'ateliers participatifs sur tous les thèmes de la ville, que ce soit des choses sur l'énergie, mais aussi sur le rôle du journalisme, sur la place des femmes dans la transition. On a balayé vraiment large. Mais la spécificité, c'était notre festival Art et Écologie, pour rassembler les gens, les faire rêver, les faire pleurer, mais faire en sorte qu'ils puissent ensemble dessiner les contours d'un monde plus désirable. Donc on m'a demandé de vous partager ces rêves, donc j'ai mis pas mal d'illustrations. Là, vous avez des exemples des formats qu'on a pu organiser, donc des ateliers collaboratifs, des petites fresques où petits et grands pouvaient venir refaire un peu de coloriage. On oublie les vertus du coloriage, mais ça détend. La COP3 étudiante, c'était surtout une grande fête. On voulait montrer qu'on pouvait s'amuser et réenchanter l'engagement avec des artistes jeunes, étudiants ou indépendants, sans oublier d'éco-responsabiliser notre événement. On avait une brigade déchets dédiée, nos traiteurs étaient de saison, locaux et tout ce qu'on veut. Donc on veut montrer qu'on peut concilier le convivial et le responsable. Et ça ne nous a pas empêché de mener des réflexions de fond sur l'état de l'enseignement supérieur. Le constat, c'est que les étudiants travaillent trop. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président de l'Université d'Angers. Mais surtout qu'on n'a pas assez de projets concrets au service des thématiques de la cité. Donc c'est ces axes-là qui nous ont guidés pour la suite. Parce que suite au succès de l'événement, nous avons continué. Nous avons décidé de créer une structure qui va avoir pour but de mettre en réseau les étudiants d'un même territoire, toujours dans le même esprit de départ, d'organiser d'une part des rencontres avec le monde extérieur pour qu'on se rende compte des problématiques du territoire dans la transition, mais également de transformer de l'intérieur les campus. Donc je vais vous montrer 2-3 exemples de ce qu'on a pu mettre en place cette année à Angers. On a continué avec notre fibre artistique en organisant avec les shifters le festival Projection Transition. Donc on les a aidés à faire connaître l'initiative des étudiants. On a organisé un jeu concours pour faire gagner des places et on était bénévoles le jour J. Pour nous, l'art est vraiment un vecteur de cohésion très fort qu'on essaye d'utiliser au maximum. Le bien commun aussi, ça nous connaît. On a eu la chance à Angers d'accueillir le Centre national à fonction publique territoriale avec un événement sur la redirection écologique des politiques publiques. J'ai fait coucou à leur porte et ils nous ont gracieusement invités pour prendre part aux échanges. Il y avait d'ailleurs un atelier sur la gestion démocratique des biens communs. Donc des échanges très, très fructueux dans ce cercle un peu fermé de la fonction publique. Au cœur de l'actualité, on a eu la chance également d'accueillir un grand débat sur les européennes. Même démarche, on avait une dizaine de membres de notre association qui ont été témoins des échanges et qui ont sensibilisé leurs pairs à l'importance du vote européen. Alors, on n'a pas fait de mesure d'impact, mais je peux dire qu'on a touché facilement une centaine de jeunes qui n'avaient pas forcément prévu de voter. Et donc on est assez fiers d'avoir pu contribuer à réduire l'abstention à notre échelle. Bon, ce n'était pas suffisant, mais on fait comme on peut. Mais on n'oublie pas notre cœur de cible qui est vraiment les campus et les jeunes. On essaye de partir des ressources des apprenants pour faire des choses, avec aussi le corps enseignant. Donc une petite photo d'une clean walk avec plein de formations différentes d'Angers, élèves comme enseignants. Et également, là, avec l'association, on essaie de déployer une formation pour apprendre aux étudiants à éco-responsabiliser tous leurs événements. C'est un constat qu'on a eu, c'est que l'événementiel est très présent dans les milieux étudiants. Donc comment on s'assure qu'ils prennent en compte la gestion des déchets, des transports, de l'alimentation, afin qu'ils soient prêts pour le monde de l'entreprise et la RSE, où en fait, quelle que soit leur activité, ils vont devoir prêter attention à leur impact. Et donc normalement, là, si j'ai bien fait mon boulot, vous vous dites tous que vous auriez bien voulu profiter de tout ça pendant vos années étudiantes, et vous vous posez toutes et tous une même question. Merci. Il y en a qui suivent. Donc, on a décidé d'aller plus loin parce qu'on a eu de la demande pour aller plus loin. Lorsque nous avons conçu la stratégie de la COP3 étudiante, nous nous sommes basés sur un peu la Bible de la transition dans l'enseignement supérieur. C'est un rapport commandité par le MESRI, rédigé par Jean Jouzel et Luc Abadi, qui dit que ce qui manquerait, une des recommandations, c'est faire des rencontres nationales avec toutes les parties prenantes, des journées où les étudiants vont pouvoir échanger avec des ateliers participatifs. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc j'ai pu rencontrer les deux auteurs et ils sont très partants pour nous accompagner afin que nous soyons l'organisme qui puisse porter cette recommandation. Donc je suis allé chercher mes copains de la COP 1 et de la COP 2 étudiantes pour leur dire qu'on avait ressuscité le bébé et qu'il était temps de enfin former le mouvement COP étudiante nationale afin d'accompagner le déploiement des COP dans les nouveaux territoires chaque année. Et ça répond également à une demande du ministère de la Transition qui a lancé cette année les COP régionales afin de territorialiser tous ces enjeux globaux qu'on a du mal à palper dans notre quotidien. Donc la prochaine édition sera en 2025 a priori. On a trouvé une équipe à Marseille qui est prête à prendre le flambeau.
Et pour faire un lien avec la thématique de ce sommet, je pourrais vous demander qui va payer pour toutes ces actions. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me contacter à la fin, mais ce n'est pas ce que je suis venu vous demander aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu vous poser une autre question. Qui est déjà en train de payer pour notre inaction? Je pourrais vous parler des premières victimes de ces crises, notamment les femmes en Amazonie, qui ont rendu populaire ce slogan si évocateur. Ni les femmes ni la terre ne sont des territoires de conquête. Elles se battent pour préserver leur corps, pour préserver leurs espaces de vie contre tout l'extractivisme et les crises qui arrivent. Je pourrais également vous parler de l'Europe, parce que ces enjeux-là ont l'air un peu loin pour nous. Très concrètement, l'Agence environnementale européenne a dit que nous n'étions sûrement pas prêts à faire face à ce qui arrivait. Un des phénomènes qu'ils évoquent est notamment le retrait et le gonflement des argiles qui vont fragiliser toutes nos infrastructures. Et la France n'y échappe pas. Un rapport aussi sur nos politiques assurantielles montre que des territoires ne deviennent plus physiquement assurables. Donc ce n'est pas ici que je vais expliquer que sans assurance, on n'a plus de prêts et donc plus d'économie. Peut-être un thème pour l'année d'après. Mais moi, je viens vous parler des jeunes. Parce que les jeunes paient le coût de ne plus pouvoir se projeter dans leur avenir. Qui aurait pu prédire que ce serait si dur d'avoir 20 ans en 2020 ? C'était mon cas. Et depuis 2020, nous avons traversé plusieurs crises. Une crise sanitaire qui nous a rendus familiers de la mort. Une crise énergétique qui fait monter tous les prix et de l'inflation. Une crise sociale aussi, où les jeunes ont dû se préoccuper pour leur retraite alors qu'ils ont déjà du mal à trouver leur premier emploi. Bref, plein de crises face auxquelles il y a beaucoup d'appels à la souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire, la souveraineté énergétique. Mais prenons garde à ne pas confondre cet appel à la souveraineté avec un appel au repli sur soi. Et donc, moi, plutôt que d'appeler à la souveraineté, je vais appeler à l'humilité. L'humilité face à la science qui nous rappelle tous les jours qu'il y a des limites qu'on ne peut plus dépasser, quand bien même on prétend agir en se basant sur la vie réelle. L'humilité face aux vivants, qu'on connaît si peu et qu'on détruit grandement, alors que beaucoup d'études montrent maintenant que 50% de notre cher PIB dépendrait de la biodiversité. Beaucoup de gens parlent de décarboner, peu de gens comprennent vraiment le cycle du carbone, j'en passe. Humilité face à la société également. Nous avons tous le devoir ici, économistes, ingénieurs, décideurs, de ne pas trahir la société. Nous devons instruire les dossiers avec nos expertises techniques et économiques en prenant en compte les spécificités socio-culturelles de nos territoires. Et enfin, humilité face à la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle est pleine d'énergie et c'est ce que j'ai pu vivre cette année. Je vais finir avec quelques exemples d'initiatives qui sont nées de mes engagements. Le Bureau national des écoles d'ingé m'a demandé d'organiser avec eux le premier congrès national des élèves ingénieurs sur les thématiques de transition écologique. Nous avons pu toucher 150 étudiants ingénieurs qui ont pu se questionner sur le rôle de l'ingénieur dans la société, mais aussi sur comment transformer leur campus, parce que nous sommes persuadés que qui sait transformer son campus saura transformer la société demain. J'ai aussi rejoint la communauté de Live for Good, un programme pour ceux qui veulent avoir de l'impact, créateur d'assauts, d'entreprises, où on nous forme à agir pour l'humain, la société et la planète. J'ai enfin pu être sélectionné au Parlement des jeunes, une initiative pour donner la voix à la jeunesse, 170 jeunes partout en France qui échangent sur la santé, sur l'innovation, sur l'écologie. Et plus globalement, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de jeunes à plein d'événements qui ont énormément de motivation pour faire changer les choses, à condition de leur faire confiance, de les comprendre et de les accompagner de la bonne des manières. Parce que soyez-en sûrs, malgré toutes nos fragilités, nous ne laisserons jamais tomber nos rêves. Et ce sera ma conclusion. Je vais me permettre de reprendre à mon compte une citation de Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de jeunes, conscients et engagés puisse changer le monde. Parce qu'en effet, c'est toujours ainsi que le monde a changé. Merci.